Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est confirmé depuis dimanche dernier, Mohamed Bazoum est donc, par un arrêt de la Cour constitutionnelle, considéré comme président du Niger. Le candidat du pouvoir l'emporte avec 55,66% des suffrages contre 44,34% pour l'opposant Mahaman Ousmane. Ce dernier a dénoncé lundi soir une tentative d'usurpation de sa victoire. Nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée par une oligarchie dans le but de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, a-t-il déclaré à la presse. Le Niger, qui donc voit encore pointer une situation difficile d'un point de vue politique, devra pourtant très vite se remobiliser. La situation sécuritaire s'est en effet considérablement dégradée ces derniers jours. Le dernier bilan fait état de 203 morts en 6 jours. Preuve, s'il en est encore besoin, des chantiers prioritaires qui attendent les nouvelles autorités du pays. Niger, élection confirmée par la Cour constitutionnelle. Quels chantiers prioritaires attendent Bazoum Mohamed? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Avec nous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Face à vous, Emile Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Lamine Cissé, Bazoum Mohamed confirmé comme président de la République du Niger, on va dire que les dés sont jetés. Oui, c'est pas une surprise de toute façon. On s'y attendait. Les gens, la population était accrochée un peu à la Cour constitutionnelle. Mais au vu de la déclaration du président Ousmane Mahaman, je crois que c'est la 7e fois qu'il participe à une élection et jamais il n'a contesté un résultat. C'est la première fois. Je crois que d'avis général, c'est quelqu'un qui est pondéré, très, n'est-ce pas, pointu sur le respect des institutions de la République. D'ailleurs, vous le remarquez dans ses discours souvent, il n'est pas va-t-en-guerre, mais s'il s'accroche à quelque chose, je crois qu'il faut vérifier. Ce qu'il a dit, c'est révélateur et que, n'est-ce pas, le contentieux n'est pas vidé et il n'y a pas d'arrêt de motivation qui motive. Parce qu'une Cour constitutionnelle, même si tu rejettes une requête, tu motives ça. Tu donnes des motivations. Mais ils sont venus donner le résultat brut pour dire tout simplement on a annulé 73 bureaux de vote, ça s'arrête là. C'est-à-dire que ce n'est pas explicite de telle sorte que celui qui a déposé des requêtes puisse trouver une satisfaction. Parce qu'en fait, quand j'ai écouté également l'avocat qui a assisté le président Ousmane, j'ai dit que normalement la Cour constitutionnelle devait aller jusqu'à vider totalement les contentieux. Et quand tu vas rendre les arrêts, et que, en rendant les arrêts, que les gens puissent savoir sur quoi tenir. Bon, mais d'une façon expéditive, d'après ce que nous avons constaté, que j'ai constaté, je pense que le Niger n'est pas encore sorti des troubles. Maintenant, pourquoi j'ai dit c'est pas une surprise, d'autant plus qu'après juste la proclamation des premiers résultats, nous avons vu les arrestations. C'est-à-dire les principaux leaders, le principal leader de l'opposition, Ama Amadou, a été écarté, n'est-ce pas, de toute possibilité de recours. Le général à la retraite a été mis de l'autre côté, mais on les met séparément, quoi. On met l'autre à Porto Novo, par exemple, l'autre à Parakou, etc., etc. Mais ça, c'est un système de bâillonnement.
C'est-à-dire, c'est inacceptable dans une démocratie. C'est totalement inacceptable. Ça veut dire que le pouvoir a instrumentalisé les appareils d'État pour affaiblir l'opposition et pour atteindre ses objectifs. Parce que tout ça concourt à l'atteinte de cet objectif. Et ensuite, nous avons vu certains chefs d'État qui déjà se profitent pour féliciter. Et la France Inter qui sort pour également dire que le nouveau président élu a présidé un conseil extraordinaire de la sécurité. Tout ça là, quand vous voyez tout ce qui... Il y a un jeu, c'est-à-dire qu'il y a une main intérieure et des mains extérieures qui veulent coûte que coûte imposer, n'est-ce pas, ce candidat-là, contre la volonté populaire. C'est ça, moi, mon appréciation de la situation, en tant qu'expérience, parce que j'ai toujours dit sur ce plateau-là, l'élection, elle est transparente ou elle ne l'est pas. Si elle est transparente, il n'y a pas matière, c'est-à-dire que tout le monde se plie. Mais dès que le processus en amont et en aval est opaque, les résultats portent des contestations, c'est clair et net. Alors, Emile Guérin, quand on est légaliste, quand on est démocrate, quand on participe à une élection, c'est qu'on s'attend à ce qu'on reconnaisse les résultats de cette élection-là. Ah oui, c'est vrai, mais cela est relatif. Cela est relatif. C'est vrai que la décision de la cause constitutionnelle sans recours, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas contester. Absolument. On peut contester et le peuple est souverain. Dans le cadre de la loi. Absolument. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Et nous avons plusieurs exemples de par le monde entier où le peuple, quand il y a une loi, où il y a des décisions qui le compriment dans son désir de s'exprimer, dans sa liberté, le peuple peut dire non. Ça, il faut le retenir. Et dans le cas du Niger, il faut retenir que Mamadou Ousmane avait fait, depuis le 8 mars, plusieurs recours au niveau de la Cour constitutionnelle qui ont été rejetés. Il estime qu'il y a plus de 3000 PV qui sont litigieux. Le dossier n'a pas été vidé. Et certains de ses partisans estiment que la Cour constitutionnelle elle-même a violé la Constitution en son article 47 par rapport à la nationalité de Mamadou Bazoum, qui est nous les c'est-à-dire les Arabes du Niger. Et donc, ils estiment fortement que cet article n'a pas été respecté par la Cour constitutionnelle. Également, il y a des raisons, il y a des arguments scientifiques qu'ils ont avancés, comme par exemple dans la région de Tinia, je crois, où les résultats, on estime que les résultats sont à 103%. Ce qui est inadmissible, on ne peut pas avoir 103% de participation, ce n'est pas possible. Donc il y a des faits qui biaisent là, surtout que la Cour constitutionnelle elle-même affirme avoir annulé 73 bureaux de vote. Pour quelles raisons? Sans raison. Elle ne nous a pas informé des raisons qui fondent cette annulation. Alors vous laissez les populations sur leur fait comme ça, alors que cette élection est sur fond de contestation sérieuse. Et Mamadou Ousmane estime que qu'on leur a imposé pratiquement Bazoum, que c'est une usurpation du pouvoir. Alors donc, lorsque ça se passe ainsi, aujourd'hui, le Niger, ou surtout Niamey, il y a un dispositif impressionnant de sécurité, de militaires dans la ville, pour faire tuer toute velléité de contestation, pour empêcher la population. Ça veut dire que ces autorités ont peur de la population, ont peur de la réaction de la population. Alors, quelles leçons il faut retenir par rapport à ça? Il faut retenir qu'aujourd'hui, on constate au niveau de l'Afrique que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se maintiennent au pouvoir par la force, et rien que par la force. Ils sèment la terreur, la peur au sein de la population. Sans cette force, ils ne peuvent pas se maintenir au pouvoir. Et c'est cette peur eux-mêmes d'abord qu'ils ont, en envoyant maintenant, en faisant le retour de cette peur au niveau de la population. Donc sans les armes, ils ne peuvent pas arrêter de se maintenir au pouvoir. Monsieur Lamy l'a signalé tout à l'heure qu'on a l'impression qu'il y a une main intérieure comme extérieure. C'est ça réellement la structure systémique des gouvernances en Afrique. Il y a vraiment une main, surtout la main intérieure. Et moi, je parle de l'état profond. Ça existe. Et c'est ça que nous sommes en train de voir au Niger. C'est ça que nous avons vu dans d'autres pays également. Nous sommes d'ailleurs depuis 2020 et 2020-2021. C'est des années d'élections au niveau de l'Afrique. Et aucune de ces élections
n'est réellement aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, transparente, à part celle du Ghana. Mais les restes, c'est sur fond de contestation. Le Congo est là, le Tchad est là. Et donc c'est dommage pour cette Afrique où nos dirigeants qui ne cherchent qu'à se maintenir au pouvoir rien que par la force. C'est dommage. Et ne faut-il pas encourager un chef d'État qui n'a pas voulu se maintenir au pouvoir, qui a organisé des élections et qui a vu, pourquoi pas, peut-être son poulain gagner cette élection-là? Est-ce qu'il ne faut pas encourager le processus nigérien, tout au moins, Lamine Cissé? J'ai l'impression, à vous entendre, que bon, rien ne va au Niger, tout est noir, mais il y a une élection, il y a un président conforté par toutes les institutions de la République et qui va donc démarrer son premier mandat. J'ai vu une certaine société civile qui a organisé un forum à Ouagadougou la semaine dernière. Un forum, ils ont dit, qui ont pris une résolution en félicitant le président Issoufou pour dire que c'est la première fois. Il a même reçu le prix Mo Ibrahim. Oui, c'est ça. Oui, pour la première fois. Je crois que ça, c'est une très mauvaise communication. Pourquoi? Non. Nous, au Sénégal, nous avons eu 2 alternances. Le président Wade a été élu 2 mandats et puis il a été battu. Il a fait la transparence électorale. Ici, nous avons eu également des alternances qui se sont opérées au Bénin. Mais pourquoi on n'a pas félicité ces gens-là? Au Ghana, c'est le champion de la démocratie. Rawlings a fait un coup d'État. Il y avait eu des coups d'État successifs au Ghana. Rawlings a fait un coup d'État. Il a amené le pays vers le processus démocrate. Il a fait 2 mandats constitutionnels. D'ailleurs, Rawlings, son candidat, a été battu. C'est ça la transparence démocratique. Pourquoi le président qui a pris les armes et qui a instauré la démocratie, dont le candidat, le dauphin, a été battu aux élections par l'opposition, on n'a pas donné de prix à ces gens-là? Il y en a tellement de chefs d'État, mais au Cap-Vert, c'est un exemple de démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on arrête d'instrumentaliser. Il faut qu'on arrête de créer de ces subterfuges-là. C'est-à-dire que le problème est que ce n'est pas de créer une alternance qui est un problème, mais de créer une alternance transparente, une alternance conduite par le peuple. Ce n'est pas une alternance conduite par un homme. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Ce que nous avons vu au Niger est que le président Youssoufou et son clan veulent coûte que coûte qu'il continue. Youssoufou est parti, mais Youssoufou est là. Contre la volonté du peuple. Sinon, pourquoi bâillonner les libertés depuis que le président Youssoufou est là? Combien d'opposants ont été emprisonnés? Et le principal, le chef de l'opposition, n'a pas joui de ses droits civiques, il n'a pas participé, ils l'ont exclu du jeu électoral. Pourquoi? Pourquoi la société civile, celui qui dit bonjour, on te met en prison? Pourquoi? Pourquoi, si la population veut manifester, on amène un arsenal? C'est-à-dire qu'il y a l'arsenal, il y a le pouvoir de répression contre le peuple, mais on est en train de tuer des innocents. On est en train de tuer des innocents. Il y a un problème de sécurité qui s'oppose à la population. Pourquoi? Eux, ils sont sécurisés, ils sont bunkerisés et ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire que quand on parle de la démocratie, qui consiste à dire que le pouvoir par le peuple et pour le peuple, il n'y a pas un homme qui doit faire prévaloir sa volonté dans un pays. Et ce que nous avons constaté est que depuis que le président Youssoufou est au pouvoir, c'est sa volonté qui fonctionne dans le pays. Sinon, l'État appartient au peuple. Mais pourquoi vous utilisez cet État-là pour opprimer ce même peuple-là, ce même peuple qui vous nourrit? C'est ce que j'ai toujours dit. Alors, je dis, dans un système de démocratie, il y a le président Yaïbouni qui disait que la démocratie qui ne nourrit pas son peuple n'est pas une démocratie. C'est vrai. Mais une démocratie qui n'exprime pas la liberté n'est pas aussi une démocratie. Et nous avons constaté que
quand on fait le bilan politique et économique du Niger, c'est une catastrophe. Mais la meilleure façon est que les instruments électoraux soient libres, indépendants, et que quand les résultats vont tomber, et que chacun se dise vraiment, en ton âme et conscience, on m'a battu par les règles de l'art. Mais s'il faut qu'on permette à un homme d'imposer, et le fait qu'il soit parti, bon, il impose son homme de confiance pendant 30 ans avec qui c'est-à-dire que celui qui est comptable de son bilan. Et on dit c'est ça la démocratie, il faut qu'il le gagne dans la transparence. Cette contestation-là, Mahaman Ousmane, là, c'est un homme qui ne conteste pas dans le vent. J'ai dit, il a été 7 fois à la présidence, là. C'est la première fois qu'il dit ils sont en train de voler ma victoire, avec des preuves à l'appui. Donc, franchement... Puisque le contentieux a été vidé par la Cour constitutionnelle... Le contentieux n'a pas été vidé. Si le contentieux a été vidé... mais ça n'a pas été vidé. Parce que il faut motiver cela. Il faut dire, vous avez déposé tel recours à tel endroit, voilà ce qui se passe. Tel endroit, voilà... C'est ça, vider le contentieux. Mais on ne peut pas, en gros, c'est-à-dire donner le résultat en gros et aller s'asseoir dans son palais. Et le monsieur qui a des preuves matériel du vol de son scrutin, vous le laissez comme ça en rade, c'est ça la justice? Je dis, il y a un problème. C'est-à-dire que moi je comprends la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est sous baïonnette. Ça, il faut le reconnaître. Cette Cour constitutionnelle est contrainte de faire ce qu'il est en train de faire comme ça, là. Et si on a une Cour constitutionnelle qui n'est pas libre, on dit que ouais, les résultats, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Si la Cour constitutionnelle même viole ses règlements intérieurs, c'est-à-dire son système de fonctionnement, c'est qu'il est folklore, cette Cour constitutionnelle. Et maintenant, la décision revient au peuple. C'est le peuple, c'est la souveraineté du peuple qui doit s'exprimer maintenant. Vous appelez j'espère que vous n'appelez pas à l'insurrection, ce n'est pas le lieu de le faire. Emel Guérin, la Cour a dit le droit, les décisions de la Cour sont sans possibilité de recours. Aujourd'hui, est-ce que le moment n'est pas venu d'appeler à la paix et à la cohésion entre différents camps? Parce que quand on analyse un peu les chiffres sortis des urnes, on a l'impression que le peuple nigérien demande aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition de cohabiter et de proposer, pourquoi pas, un projet commun pour la nation. Oui, mais il appartient au nouveau président élu. C'est de fait, il est élu. On l'accepte ainsi. Toutefois, il lui appartient d'engager une politique de paix. Parce qu'il a intérêt. Pourquoi? Le Niger aujourd'hui, vous le savez, a de grands défis sécuritaires à relever. Et il ne serait pas bien pour lui d'entamer son mandat avec les opposants en prison, la presse bâillonnée, le peuple comprimé dans ses droits. Ce serait lamentable. Il y a un aspect fondamental que M. Lamine a cité, je voudrais revenir là-dessus, quelle est l'importance, quelle est la place que le peuple occupe dans le cœur ou dans la gouvernance de nos dirigeants. C'est-à-dire que vous avez une armée qui est pour le peuple, mais qui est utilisée à brimer, à brutaliser le peuple. Mais cette armée est incapable d'assurer la sécurité du peuple. Et elle n'assume que la sécurité de ses dirigeants. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a dans les 6 jours passés, où plus de 203 morts, des civils, paisibles civils, dans leur village, nous allons en parler peut-être tout à l'heure, qui ont été massacrés, tués de façon sauvage. Mais ça ne dit rien. J'ai écouté le porte-parole du gouvernement qui estime que des enquêtes seront faites et que les auteurs seront retrouvés. Mais j'ai rigolé. J'ai dit, j'étais effaré par rapport à ces propos. Il va retrouver ces enseignants depuis 2 ans où l'insécurité sévit de façon galopante, où le djihadisme est en train de s'enraciner et va recruter même au sein de la jeunesse nigérienne pour faire ces opérations, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse qui vit dans la précarité, dans la pauvreté, dans la misère. Et qui occasionne tout ça là, ce sont nos dirigeants. Nous parlons d'un pays très pauvre, aride, où je ne vois pas un plan qui a une portée de vision économique pour changer les choses. Vous avez au Niger un pays qui, par exemple, compte près de 55% de la pauvreté au niveau des villages.
Or, ce sont ces villages qui sont au niveau des frontières avec le Mali, la zone des 3 frontières. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'armée malienne ou le gouvernement central du Niger est capable de gouverner sur tout l'ensemble du territoire nigérien. C'est ça la vraie question. Ils sont incapables de diriger le territoire nigérien. Et qui démissionne. Absolument. Parce que vous savez, il y a longtemps que c'est qui devait voir ça. Les djihadistes ont une avance extraordinaire sur les renseignements par rapport à l'armée, par rapport au gouvernement nigérien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas une politique de sécurité, une politique de défense du territoire national. Alors, avec ce qui se passe au niveau de ces djihadistes, surtout de l'État islamique au Grand Sahara, qui, dans leur idéologie, veulent conquérir des territoires et instaurer le califat, qui sera arrivé, comme au nord du Mali. Ouais, or, ce qui s'est passé le dimanche dernier, ce sont des populations qui s'organisaient déjà pour aller contre ça. Donc on a l'impression qu'il s'agit d'une expédition punitive contre ces populations. Des chefs de village ont été massacrés, des humanités ont été tuées. Et puis ça ne dit rien, on dit qu'on va faire, ils vont faire enquête où? Ils ne savent même pas où vivent les gens, pour aller les arrêter où? Ce n'est pas une insécurité classique, c'est une guerre asymétrique dont ils n'ont pas les moyens. Les soldats, nos soldats ne sont pas formés pour ça. Lorsque vous suivez la campagne de Bazoum, quel est le schéma? C'est vrai qu'il a été ministre de la sécurité et c'est ça, sa défaite, mais son échec lamentable. Puis c'est lui qui est d'ailleurs le principal auteur de l'architecture sécuritaire du Niger. Qu'est-ce qu'il a pu mettre en place? Ces jeunes que les djihadistes sont en train de recruter de l'autre côté, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, donc je pense que l'échec est total et lamentable. Donc c'est à eux, il leur appartient à eux de faire des propositions de paix. Pourquoi maintenir Amamadou au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a fait appel à l'insurrection, et on lui a collé plein de chefs d'accusation. Mais j'ai dit, Pipo, c'est du bidon. Le gars est sans âme. Il est sans âme. Comment il peut aller à la vie, aller conquérir le pouvoir? Ça veut dire qu'ils ont peur d'un soulèvement populaire. Et quand on a peur de soulèvement, qu'est-ce qu'on fait? On mate, on brime, on tue la population. C'est dommage pour notre Afrique d'en arriver là. Donc moi, j'estime que c'est ceux qui nous gouvernent qui doivent mener des pas de paix, des pas de réconciliation. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition veut conquérir le pouvoir de façon pacifique. Et je soutiens fortement Mamadou Ousmane dans son... quand vous voyez quelqu'un qui est totalement modéré, qui n'aime pas la violence depuis des années, on lui a arraché sa présidence. N'oubliez pas qu'il a perdu par un coup d'État. Tout à fait. Absolument. Donc il a encore cette amertume en lui. Il a tout fait de façon pacifique pour conquérir le pouvoir, mais à chaque fois on lui bat la route, on vole les élections. C'est dommage. Alors, Lamine Tissé, aujourd'hui, on a un président au Niger. Selon vous, quelle doit être la prochaine étape? Oui, je crois que il y a suffisamment d'exilés politiques nigériens à l'extérieur. Hein. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Il y a même la femme du président Amadou qui est en exil depuis longtemps. Elle est de Tawa. Elle est de la famille royale, les princières de Tawa. Là où on est en train de tuer la semaine dernière des gens. Elle est en train de souffrir dans sa chair de voir son pays, surtout sa localité, on tue des gens comme ça. Baba Alpha, le journaliste, il a été malateré. La personne qu'on dit qu'il n'a pas la nationalité d'origine, c'est celui qui l'a expulsé, lui qui est né au Niger, il a sa famille, tout ça là, etc. Il a fait une déclaration la semaine dernière. Quand tu écoutes sa déclaration, tu comprends que ce monsieur-là, il est désespéré. C'est-à-dire qu'il martyrise les gens, quoi. Le gars, il est martyrisé. Je le comprends. Ils réduisent à néant des combattants, de véritables combattants pour la liberté. Il suffit que tu sois un combattant pour la paix et la liberté, toi tu es martyrisé. Tant que tu ne les applaudis pas pour dire que c'est vous qui êtes les meilleurs, les plus beaux, les plus agréables, c'est vous qui pouvez développer, mettre, etc., etc., tant que vous ne le faites pas, vous n'êtes pas avec eux. C'est ça qui doit être cessé. Les exilés doivent rentrer, les prisonniers politiques doivent être libérés. Amadou a été privé de son droit civil. Pour quelle raison? Pour des raisons politiciennes, tout court. Bazoum est plus nigérien qu'Amadou. Bazoum est plus nigérien que tout ce qu'il arrête. Le ministre de l'Intérieur, là, il a c'est-à-dire que
quand on veut quantifier quel est le poids que chacun pose, s'il n'avait pas l'appareil d'État, lui, il pèse quoi pour mettre ces gens-là en prison? Il utilise le pouvoir d'État, le pouvoir qui appartient au peuple pour brimer. Et il pense qu'il est fort. Il pense qu'il est fort. C'est dommage, parce que l'histoire a enseigné que le président Youssoufou est allé s'agenouiller devant les parents de Ama Amadou, la femme de Ama Amadou, les beaux-parents de Ama Amadou, pour aller demander, faire la pression sur Ama Amadou pour qu'il le supporte au deuxième tour. C'est ce pouvoir-là qu'il jouit. Il jouit de ce pouvoir-là et il brime la personne par laquelle Dieu est passé pour le mettre au pouvoir. Youssoufou est même contre Dieu, la volonté divine. Parce que, évidemment, nous sommes dans un monde de causalité. Si à cause de mon ami là, moi je parviens à avoir un travail, je suis fort maintenant, je viens brimer cet ami là, c'est que je me lève même contre Dieu. Je vous ai dit que Dieu, dans sa miséricorde, dans son omnipotence, toute sa puissance, mais a donné un espace de liberté à Satan pour que Satan puisse s'exprimer. Parce que si Satan ne s'exprime pas, mais le monde, c'est-à-dire que nous ne serons même pas éclairés. Si on ne permet pas à l'autre de dire le contraire de ce qu'on dit, comment on peut avoir de la lumière? Comment on peut être conduit vers le chemin droit? C'est pas possible. Dans un pays, tant que les expressions démocratiques ne sont pas libérées, ce pays va vers l'échec total, va vers les guerres. La preuve, mon frère. Chez nous, on a dit le Sénégal, pays de paix, il n'y a jamais de coup d'État, etc., etc. Ces derniers jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait le trop plein. On a dit tolérance, oui, tolérance, à cause de Dieu, oui, Dieu est grand, etc. Non, c'est Dieu. Finalement, les gens ont dit, ah non, non, non. Si on ne se lève pas, Dieu ne viendra pas régler notre problème. Il faut qu'on se lève nous-mêmes. Parce qu'en fait, Dieu nous a confié ce monde-là pour que nous gouvernons ce monde-là. Il ne descendra jamais pour venir régler ce que nous avons à régler, parce qu'il nous a confié une mission de gouvernance dans la paix pour que tout le monde soit équilibré, tout le monde soit bien, qu'il y ait une justice. C'est nous qui devons l'établir. Sur cette terre-là, c'est nous. Dieu ne viendra pas le faire. Parce qu'il nous a dotés de toutes les puissances, de toute la connaissance, de tout ce qu'il faut pour gouverner, pour que ce monde-là soit un monde paradisiaque. Si nous pensons qu'un chef d'État qui se met au pouvoir pense que c'est lui qui est le mieux né, sa maman est le mieux, son papa est le mieux, le pays lui appartient, et qui brille le peuple, il est en train d'amener à la révolte, à la destruction des fondamentaux. Parce que, regarde aujourd'hui ce qui se passe. Johannes vient de le dire, que quand on voit les résultats, même si c'est bâclé, c'est truqué, mais le peuple nigérien est en train de dire, allez-y ensemble, travaillez ensemble. Le choix du peuple nigérien, c'est qu'il est partagé. Selon les résultats officiels. Hein. Alors, dans cette dynamique-là, tu l'as bien dit, je suis d'accord avec toi. Si Mohamed Bazoum vient avec en bondant les biceps, en montrant qu'il est le plus fort, en utilisant l'appareil d'État, l'armée, le système de pression pour dire celui qui fait, etc. C'est dans ces langages. Hein. Celui qui fait ça, je vais faire ça là. Alors que lui-même, quand on le dépouille de tout cela là, il est qui? Il a quelle force? Donc il va créer deux camps de confrontation dans le pays. Et ces camps de confrontation là ne sont pas favorables pour la lutte contre la sécurité, ne sont pas favorables pour le développement économique et social du pays. Il faut que Bazoum et les autres comprennent que sans les autres, il ne peut pas atteindre une performance économique. Ce n'est pas possible. Sans les autres, le pays ne peut pas être stabilisé. Ce n'est pas possible. On peut gouverner dans la paix. Prenons le cas de le Botswana, le pays. On le dit très rarement. Hein. Le Botswana, un pays africain, c'est un modèle dans le monde. Ils ont eu des dirigeants, mais c'est pas possible. Les populations sont satisfaites. On sent, il y a la transparence, il y a la transparence de la gouvernance. Il y a une démocratie qui respire fondamentalement. Le citoyen se sent à part entière citoyen. Il n'y a pas de corruption. La corruption, c'est à 0,01%. Parce qu'il y a des instruments de répression contre la corruption. Le Botswana est un exemple. Mais au Botswana, il y a des difficultés entre l'ancien président Yann Kama et son remplaçant. On a accusé l'ancien chef d'État d'avoir notamment distrait des sous
y a-t-il une démocratie? Mais je suis en train de dire non. Tu sais, le monde, on n'est pas parfait. Il y a des exceptions. Mais prenons des modèles, des exemples qui sont les meilleurs. Des exemples qui sont les meilleurs. Quand je prends le Ghana de Rawling, ça ne veut pas dire qu'au Ghana, il n'y a pas de difficultés internes. Il y en a. Ça ne veut pas. Il faut rémunérer ce qui est valorisant, ce qui est valorisant. Mais c'est la médiocrité par rapport à ce qui est meilleur. Nous sommes en train de faire une analyse, même en France, aux États-Unis. Tu penses que la transparence, les gens sont... C'est l'essence humaine. Il faut nous encadrer. C'est pourquoi on dit, donnons la souveraineté au peuple. Parce qu'au Botswana, on a vu, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de performances, les étudiants, etc. Mais tout le monde sent que les diamants, n'est-ce pas, les ressources sont bien utilisées et les populations sentent qu'ils sont bénéficiaires. Elles sont bénéficiaires. Alors, les gouvernants sont applaudis parce que chacun a peur de dire que mon nom va être sali dans la corruption. Parce qu'il y a des instruments qui sont là, qui contrôlent. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Surtout le Botswana, je dis le Botswana, le Niger est entouré de combien de pays? Tu prends la Libye, tu prends le Mali, tu prends le Burkina Faso, tu prends le... C'est des pays à problème. Il y a beaucoup haram, il y a les djihadistes, etc. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, la gouvernance ne doit pas être une gouvernance inclusive et apaisée pour que nous puissions faire face? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, sur ce plateau-là, quand on parle du Niger, ça nous concerne. Parce que si le Niger a des difficultés, mais ça nous frappe tous tant que nous sommes. Parce que nous vivons avec nous sommes dans le même espace économique et nos économies sont entrelacées, sont entreliées. Nous nous marions entre nous, nous sommes intégrés. Nous faisons l'intégration par le corps. Combien de Nigériens ont marié les autres nationalités? Combien de nationalités ont marié les Nigériens? Combien de Nigériens sont des opérateurs économiques ici au Bénin, au Sénégal, partout ailleurs? Mais nous sommes économiquement et socialement liés. Donc le problème du Niger concerne tous les citoyens de la communauté. C'est extrêmement important. Alors maintenant, fondamentalement, nous parlons, mais le rôle fondamental, ceux qui doivent jouer un rôle d'avant-garde, c'est nos institutions d'intégration, la CEDEAO. Vous les avez entendus régler un problème pareil dans la sous-région? Non, parce qu'elles sont impuissantes, d'autant plus que la loi, les protocoles leur permettent d'imposer la démocratie dans les pays, la transparence dans les pays. Mais ce sont leurs observateurs qui viennent pour, sur 1000 bureaux de vote, sur le contrôle 50 bureaux, ils disent, oh, c'est transparent. Les élections, c'est le calme, le peuple est sorti dans le calme, ils ont voté. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent du reste. D'autant plus que chaque chef d'État est en train de faire la même chose chez lui. C'est un drame. C'est un drame que nous vivons dans le processus de démocratie en Afrique. Et tant que la transparence dans la politique n'est pas de mise, tant que le peuple ne contrôle pas, le peuple n'est pas satisfait des dirigeants qu'il élise, nous allons aller vers des violences prochaines. Et malgré la transparence est-elle possible en politique en Afrique? Absolument. Absolument, la transparence est possible. Et si les dirigeants actuels ne s'y appliquent pas, les événements, les circonstances naturelles vont les y obliger à le faire. Parce que je l'ai toujours dit, je sais, moi je suis très optimiste que s'il rate le coach, cette nouvelle génération de dirigeants qui est en train de s'annoncer, qui s'émerge, prendra le pouvoir et fera autrement. Parce que le pouvoir doit exclusivement appartenir au peuple. On ne doit pas prendre les moyens du peuple pour brimer le peuple. Mon cher ami Lamine a évoqué la démocratie au niveau de la divinité. C'est un principe au fait. C'est un principe de l'univers, c'est un principe divin. Le libre arbitre simplement. Dieu ne descendra jamais pour penser à notre place. Il ne peut qu'utiliser les hommes, par les hommes, pour les hommes et avec les hommes. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, comme ces dirigeants n'ont pas saisi l'appel qui leur est lancé tous les jours pour mieux diriger les nations, les peuples, eh bien, j'ai toujours dit que lorsque vous ne faites que regarder en tant que dirigeant, j'ai écouté Bazoum qui a dit que c'est la volonté de Allah qui l'a fait porter à la cime de l'État. Parfait. Je suis content qu'il ait dit
Ça veut dire que le pouvoir, je l'ai tout dit, il est d'essence spirituelle. Divine. Maintenant, est-ce qu'il fera la volonté, ou pendant 10 ans, est-ce qu'ils ont fait la volonté divine? Non, pas du tout. C'est ça la question. Parce que quand on fait de la volonté de Dieu, vous ne permettez pas que vos concitoyens meurent. Mais il n'est pas Issoufou Mamadou. Il a dit la continuité. C'est ça qui me choque réellement. N'est-ce pas peut-être juste des propos pour faire selon la volonté du chef, prendre le pouvoir? On a déjà vu des gens louer, magnifier des chefs d'État mieux que cela. Je prends l'exemple de l'Angola, mais dès qu'il a pris le sceptre du pouvoir, il a complètement changé de politique. Des journalistes qui étaient régulièrement en prison sont aujourd'hui très en symbiose avec la gouvernance du président Joao Lourenço. Je prends l'exemple de la Mauritanie, où l'ancien directeur de cabinet, ministre de la Défense, chef d'état-major, aujourd'hui président de la République, a beaucoup de difficultés à s'entendre avec l'ancien chef de l'État. Donc ce n'est pas parce que on est parmi les fidèles du chef qu'on va gouverner comme le chef. Et le cas malien est particulier. Je vous l'explique. D'abord, Bazoum est un ancien compagnon de plus de 30 ans de Issoufou. Je ne vois pas le trahir aujourd'hui, même si le pouvoir a ses spécificités. Ça fait un. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait de féliciter Issoufou. Non, parce que le contexte nigérien n'est pas le même. Il a reçu un prix, le prix Mo Ibrahim notamment. Oui. Donc beaucoup estiment qu'il doit être encouragé. On connaît le prix. Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix, pourtant il a fait 4 guerres. Donc oublions cette affaire de prix. Et Melguéré, Issoufou a pris vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui briguent les 3e mandats? Je ne suis pas d'accord. Donc il faut encourager quelqu'un qui fait 2 mandats et qui il n'a fait que respecter la Constitution. Donc on ne l'encourage pas. Son devoir, c'est de respecter la Constitution. Il a fait son devoir. Allez-y. C'est bien de faire son devoir. Mais ça n'explique pas tout. Parce que le contexte nigérian ne peut... Il est obligé de faire ça. Pourquoi? C'est exactement ce que Tandja a fait. Il a été renversé par les jeunes. Par un coup d'État. Et c'est ça qui a permis, si Tandja était toujours là, si les jeunes militaires n'avaient pas pris le pouvoir, des mains de Tandja, Issoufou ne serait jamais président de la République du Niger. Donc il sait qu'il ne peut pas le faire dans le contexte nigérien. Il ne peut pas. Bazoum sera le 10e, le 2 avril prochain, quand il va prendre le pouvoir, le 10e président des États-Unis. Parmi ces 10, il y a 5 qui sont issus des militaires avec de différents coups d'État. C'est ça la réalité. Sur les 10, il y a eu 5. Donc le contexte nigérien est tout à fait haut. Il ne peut que respecter la Constitution. S'il fait autrement, attention, je crois que Tandja en a pris à ses dépens, même Ibrahim Bahir Assara. Donc voilà un peu le contexte nigérien qui l'oblige à respecter la Constitution. Maintenant, je le comprends, c'est normal qu'il puisse adouber son ami, son vieil ami. C'est d'accord, mais pas l'imposer à la population. Je pense qu'il a raté quelque chose, il aurait pu s'arranger pour que vraiment les élections soient transparentes, absolument transparentes, pour que son nom puisse rester dans les annales positives de l'histoire nigérienne. Malheureusement, le peuple a le sentiment, au cours d'une élection, vous emprisonnez les opposants. Pourquoi ? C'est biaisé une telle élection. Et c'est partout en Afrique. J'ai même appris que l'un des membres du syndicat Alpha Condé sera présent le 2 avril prochain lors de l'investiture de Bazoum à la salle de conférence du Niger de Niamey, la salle de conférence Mahamat Grandi, je crois. Et donc, il est déjà annoncé, vous avez vu, c'est pareil partout. Alpha Condé, comment il a touché la Constitution, il est resté, et puis il vient à faire... Enfin, c'est pareil, ces gens-là. Donc, j'ai comme l'impression que ces gens-là, ils s'entendent pour faire le jeu. La CEDEAO n'est pas là pour le peuple africain. Pas du tout. Ils ont dit, les résultats, vous avez suivi les observateurs, tout va bien, tout s'est bien passé. Une élection qui se déroule sur fond d'insécurité, sur fond de brimade, sur fond de brutalité au niveau de la population. Et vous dites que les élections se sont bien déroulées. Actuellement, là où nous parlons actuellement, il y a une forte disposition et sécurité impressionnante à Niamey pour contrer toute contestation de la population. Alors, à ce niveau, vous voulez gouverner qui, en fait? Lorsque vous tuez tout le monde, vous voulez gouverner qui? Vous voulez gouverner ceux au sein de qui vous aurez semé la peur,
la terreur, pour les obliger à rester tranquilles, à se taire, pour ne pas se retrouver en prison, pour ne pas se retrouver peut-être assassinés, pour ne pas se retrouver exilés. C'est ça, ils font partout. On ne peut pas continuer à briser l'un des principes, comme l'a dit Lamine Cissé, l'un des principes universels, divins et cosmiques, le libre arbitre. Tout homme, il a le droit de dire ce qu'il pense. Il a le droit de penser librement et de dire. Quelqu'un pense librement, il parle, on le fout en prison ou on l'exile. C'est suffisamment grave ce qui se passe en Afrique. Et nous disons, nous voulons copier l'Occident. Mais eux, au moins, ils respectent leur population. Ils respectent leur peuple. Lorsque... Et à la suite d'une décision, les jeunes, de façon spontanée, la classe populaire, de façon spontanée, est descendue dans les rues en France, ce qu'on appelle les gilets jaunes. Macron est revenu sur sa décision. Ça, c'est le respect du peuple. Mais si vous ne verrez jamais, vous sortez, vous acceptez ou on vous tue. Ça pose problème. Est-ce que nous sommes donc, c'est la vraie question, est-ce que nous sommes en démocratie? Et ces gens-là, ils s'en foutent, ils prennent c'est le pouvoir ou rien. C'est eux ou rien, ils s'en foutent. Alors, les choses, vous pensez que les choses vont rester comme ça? Le peuple va réagir. Il n'est pas en train d'appeler à l'insurrection. C'est-à-dire qu'il y a des frustrations qui sont là, et à un moment donné, cela explose comme une bombe. Et puis c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso, avec Blaise Compaoré. C'est ce qui s'est passé au Mali. Si ce n'est pas les jeunes, enfin la population qui descend, c'est l'armée qui va réagir. Et je pense beaucoup que les armées vont réagir beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez une jeunesse au sein de cette armée qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne comprend pas comment on peut les diriger comme ça, qui ne comprend pas comment on peut les envoyer au front, comment on peut leur demander d'aller contre les djihadistes sans pouvoir leur donner les moyens qu'il faut. C'est... Même si je ne milite pas pour lui, mais c'est ce que le Tchadien a compris, Déby a compris, en modernisant son armée. Tout le monde le félicite aujourd'hui d'avoir une armée performante, opérationnelle, mais chez nous ici, qu'est-ce qu'on fait? J'ai écouté un ancien agent secret économique français, je suis en train d'oublier son nom, qui a fait de graves révélations sur la gestion de l'uranium au Niger arrivé avec Anne Auvergent. Mais c'est une catastrophe, c'est un scandale. Et personne n'en parle. Aujourd'hui, l'uranium est pratiquement vidé du Niger, ça n'existe pratiquement plus. Vous avez parlé d'un ensemble, mais c'est si vrai que le Niger est en train de construire un oléoduc qui va passer par le Bénin. Ça veut dire que nous sommes un peuple ensemble. On doit cohabiter. Ce qui concerne le Niger aujourd'hui concerne le Bénin. Surtout avec cette question d'insécurité, de djihadisme. J'ai toujours dit ici que l'un des défis majeurs de l'humanité, c'est l'extrémisme religieux, c'est le djihadisme. De l'autre côté aussi, il y en a. Même récemment, j'ai lu qu'au niveau du Nigeria, c'est des chrétiens Igbo, Ogoni sont en train de s'organiser pour faire aussi du djihadisme. C'est là actuellement. Ah oui, absolument. Et pourquoi? Parce que ces gens ne se sentent pas en sécurité, on ne les protège pas. Si le Niger ne s'entend pas avec le Nigeria, parce que du côté Est, le Boko Haram sévit, c'est du pur banditisme. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé ça. Et donc ça veut dire quoi? Si le Niger ne s'entend pas avec le Nigeria pour organiser une politique sécuritaire au sein de leurs frontières, ce qui s'est passé le dimanche dernier au Niger, ils ont traversé une frontière pour faire une incursion sur le territoire nigérien. Ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de sécurité commune. Et nous sommes concernés parce que le Bénin a une frontière avec le Niger. Et quand cette oléoduc sera construit, cela représente, je vais dire, un objectif précieux de revendication pour les djihadistes qui peuvent sévir, attaquer par là. Nous avons vu dans le delta du Niger, au Nigeria, plusieurs fois, cela s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour encadrer ces armées? On forme plutôt nos armées, nos polices, on leur apprend comment brimer la population, mais pas pour sécuriser, pour protéger nos frontières. Ça pose un gros problème. Alors, aujourd'hui, Maman Ousmane appelle le peuple nigérien souverain à se mobiliser comme un seul homme et à prendre part à une marche démocratique et pacifique sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ce n'est pas un appel qui risque de renforcer le sentiment ambiant de défiance vis-à-vis des forces de défense et de sécurité? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas plutôt jouer une autre carte? Mais les forces de défense et de sécurité sont au service du peuple.
C'est-à-dire que c'est des détournements d'objectifs qu'on fait des forces de sécurité et de défense. Ils sont là pour sécuriser le peuple. Ils ne sont pas là pour tuer le peuple. C'est ça, c'est tout ça là qui fait mal, quoi. Parce que vous savez, les forces de défense et de sécurité, ils sont liés à ce qu'on appelle une discipline de troupe. C'est les gens en gros qui donnent des ordres. Qui pensent que ceux qui briment les peuples là, ils sont contents à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand vous allez les visiter à l'intérieur d'eux-mêmes, ils souffrent en exécutant ces ordres-là. Parce qu'ils sont issus de cette population-là. Ce sont leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans qu'ils briment. Ils ont mal. Moi, j'ai eu des amis qui, après ça, ils rentrent à la maison pour pleurer comme des enfants dans la chambre. Parce qu'ils ne sont pas contents qu'ils vont ils frisent la démission. OK? Donc, ce que je voudrais tout simplement dire, vous avez dit quelque chose. Le Niger, il a dit, c'est Allah qui l'a mis ici. Le Niger est un peuple fondamentalement croyant. Fondamentalement croyant. Mais la croyance, ce n'est pas la passivité. La croyance, ce n'est pas la fatalité. Tout musulman nigérien sait que chaque personne a un rôle fondamental à jouer dans l'évolution de la société. On a le rôle à jouer. Je te prends le cas du pharaon d'Égypte. Quand lui, il s'est divinisé que c'est lui qui est le divin, Dieu l'a détruit en envoyant un enfant que lui-même il a grandi dans sa maison. Moïse, qui a détruit son trône, qui a fait sauter son trône. Parce que les peuples étaient esclaves pendant plus de 3 siècles. Le peuple juif était martyrisé pendant 3 siècles. Dieu n'aime pas une gouvernance qui martyrise, une gouvernance qui brime. Si Dieu te met là, c'est pour que tu respectes la gouvernance divine. C'est pour que tu gouvernes dans la justice, dans l'équité et dans l'amour du peuple. Mais si tu ne fais pas ça autrement, Dieu insuffle ce peuple-là pour se rebeller contre toi. Et c'est ce peuple-là qui va te détruire. Ce n'est pas une question de dire appeler à l'insurrection. Le problème est très simple. Ce qui nous appartient à nous tous, ce n'est pas un clan qui doit s'asseoir pour se l'approprier. C'est une usurpation, c'est un vol. C'est comme le suffrage des élections. Si on crée des instruments électoraux, n'est-ce pas, par la Constitution, qui doivent trancher dans la vérité, et si les hommes qui sont censés de conduire ces instruments électoraux-là ne sont pas, sont impartials, sont partials du moins, et que ces hommes-là ne regardent que leur prébande, c'est-à-dire en fait leurs conditions de vie, et ils s'en foutent de la population, mais leur décision doit être rejetée par ce peuple-là, parce que c'est le peuple qui est au-dessus de toutes ces institutions-là. Le peuple est au-dessus de Youssoufou et de Bazoum. Donc si Maman Ousmane appelle, il dit dans les règles constitutionnelles, parce que la Constitution confère des droits de manifester, de revendiquer. Il ne faut pas que les forces de l'ordre, ils doivent encadrer ces manifestations-là. Bazoum doit être à l'écoute. Normalement, si j'étais à la place de Bazoum, j'allais laisser l'ampleur de cette manifestation sur le terrain pour voir, pour noter ma popularité. Mais ils savent qu'ils sont impopulaires. Ils le savent. Ils sont foncièrement impopulaires. Ils le savent. C'est ce qui fait mal. Vous savez, moi qui vous parle sur ce plateau-là, c'est-à-dire que je n'ai jamais tiré un avantage quelconque d'un homme politique. Je dis devant Dieu ce que je pense et ce que je vois. Et je sais que demain, Dieu va me juger de ce que je suis en train de dire. Je ne mens pas. C'est-à-dire que si Youssouf était mon frère de même père et de même mère, si je le vois gouverner le Niger comme ça, je vais me dresser contre lui. Parce que c'est ce qui est dit. Je vais lui dire, change. S'il ne change pas, je sortirai pour dire, mon frère n'est pas droit dans la gouvernance. S'il ne veut pas, je vais me lier à l'opposition pour le combattre. Parce que ce n'est pas lui qui est important, c'est le peuple nigérien qui est important. Voilà qui est clair, on va évoluer dans ce débat-là. Séni Oumarou a été fait président
de l'Assemblée nationale, un soutien donc du régime qui prend l'Assemblée nationale avec toute l'expérience qui est la sienne, plusieurs fois ministre, également Premier ministre, si je ne m'abuse, ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui dans ce fauteuil-là. Est-ce que vous voyez cette expérience-là mise au service de la démocratie parlementaire? Ouais, c'est nous, Maro a reçu sa récompense. C'est ce qui lui avait été promis dans les négociations entre les deux tours qui soutiennent Bazoum pour le second tour. C'est ce qui lui a été promis et il a eu. Je l'avais déjà dit ici, je savais qu'il serait président de l'Assemblée et ça ne surprend personne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le gâteau est prêt, on se le partage et puis bon, tant pis pour le peuple et puis on y va. Quelqu'un qui surfer un peu sur l'opposition, mais qui, au second tour, a préféré soutenir celui qui l'a combattu pendant des années. Pendant moi, je vois ces gens-là qui nous dirigent, ces gens-là ces politiciens-là, et on ne peut pas le peuple ne peut pas leur faire confiance. Or, vous savez, ils essayent de voir la tendance du peuple. Quelle est l'opinion du peuple? Si le peuple est déçu, si le peuple n'est pas content de la gestion d'un gouvernant, un politicien se lève et dit oui, je suis au côté du peuple, je fais l'opposition. Et au finish, il trahit le peuple, il se remet en place, il se repositionne pour aller manger dans le même plat que celui qui l'a combattu tout le temps. Et c'est ça qui me pose moi problème. Moi, j'ai toujours dit, c'est une question de système. Tant que le système sera ici, parce que je ne peux pas comprendre que l'aide démocratique a été sonné depuis 30 ans et que nous soyons encore là et que les choses vont de mal en pire. Les choses vont de mal en pire. Parce que dans certains pays, certaines élections ont été transparentes. Quand je prends cette première élection au Congo, Brazzaville, qui a porté l'Issouba au pouvoir, elle a été transparente. Mais après, de façon brutale, les armes sont intervenues et puis ça a tout stoppé. Après, j'ai vu également au Bénin ici, où de plus en plus, il y a des contestations, il y a de la méfiance envers nos institutions. Et M. Lamine a parlé de la Cour constitutionnelle qui serait bannie. C'est partout en Afrique aussi. On voit une Cour aujourd'hui qui dit une chose et puis après, elle dit son contraire. Où on personnalise nos cours constitutionnels aujourd'hui en Afrique. On les personnalise. Ça pose un réel problème. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse ne peut pas rester inactive, ne peut pas rester indifférente par rapport à une telle situation qui l'empêche de s'exprimer. Ça pose un problème. Également, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Je n'appelle pas ça. Enfin, je dis c'est le débordement d'une situation de frustration, d'une situation intenable, d'une situation invivable qui se passe. Donc, Maman Soumane aujourd'hui est en train de demander appeler à marcher, et c'est ça qui fait peur. Alors, la question est de savoir pourquoi vous ne voulez pas que la population descende dans la rue pour réclamer une population non violente, non armée. Ah non, il y a des échauffourées. Il faut encadrer. La Constitution n'empêche pas la marche. Et nous savons tous qu'une marche peut déborder. Oui, c'est pourquoi la police est là pour encadrer. On sait qu'il y a des gens, souvent, quand ils vont dans les rues, ce n'est pas du tout pour marcher. Donc, ça veut dire aujourd'hui, c'est ça le danger. J'ai dit que le système mis en place va de mal en pire. Pourquoi? Dans certaines constitutions africaines, surtout francophones, il est dit qu'on n'a pas besoin d'autorisation avant de marcher. Il faut informer. On a vu dans certains pays où la question a été révisée et puis on ramène l'autorisation au niveau des marches. Ça pose problème. Ça veut dire que quand en l'expérimentant, ils ont vu au niveau du peuple le danger, que le peuple est dégagé à tout moment. Et c'est cela que Platon dit. Quand le peuple vous met à la cime de l'État et que vous ne dirigez pas bien, avec sagesse, avec la connaissance du bien et du mal, le peuple a la souveraineté de vous dégager de façon non violente. Et vous l'empêchez maintenant de marcher sous prétexte qu'il y aura des échauffourées. Mais ça n'a pas de sens. À quoi sert la police? Mais la police est formée pour brimer. L'armée est faite pour brimer, mais ne peut pas encadrer pour empêcher des échauffourées. Ça pose un problème. À quoi est-ce quelle est l'utilité de nos armées?
Nos armes ne sont pas là pour brimer la population. Et on s'assoit, on conquit le pouvoir par les armes. On est assis sur des fauteuils présidentiels ensanglantés. Et vous voyez que Dieu va rester les bras croisés. Le sang qui est versé, ça va crier vengeance. Ces nombreux sangs qui sont versés sont en train de crier vengeance. Partout dans le monde, ce n'est pas un problème seulement africain. Vous voyez ce qui se passe en Birmanie. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Ça va continuer comme ça dans les pays. Parce que j'ai dit ici que ce sont les derniers soubresauts de cette vieille classe politique, de ce système corrompu, pourri, que Donald Trump appelle aller nettoyer le marais. Il n'y a pas encore quelqu'un aujourd'hui que je vois qui soit capable. Parce que dès qu'il pénètre le système, il est phagocyté, il agit comme le système et ce sera comme ça. Donc moi, je pense que ce n'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de système. Il faut casser la baraque, il faut casser le système, sinon ça va toujours aller comme ça. Je fais confiance aux jeunes, que ce soit les jeunes civils ou les jeunes militaires, pour agir et changer les choses, afin de nous porter vers ce nouveau paradigme auquel nous rêvons tous. Ce n'est pas un appel à l'insurrection, je le rappelle. Mais non, ne dites pas ça. Je dis je fais confiance à la jeunesse. Oui. Ça ne veut pas dire je ne suis pas politique. Civil comme militaire. Je ne suis pas. On lit entre lignes ce que vous non, voulez. Non, je ne suis pas politique. Je ne suis pas politique. Je suis d'aucun bord. Je suis impartial. Ce n'est pas parce que je suis neutre. Non, j'ai ma conviction. J'ai mon idéologie, dont je ne suis pas neutre, mais je suis impartial. Ça veut dire quoi? Je suis du côté du peuple. Alors je ne peux pas bénir. Je ne peux pas donner mon onction à un dirigeant qui ne veut pas respecter la volonté populaire. Ça pose problème. Ça veut dire qu'il est là pour lui. Le peuple qu'il a élu. Pourquoi en retour il ne veut pas respecter sa volonté? On vous aura entendu. Lamine Cissé, dernière question. Le temps imparti à l'émission est complètement épuisé. On va parler rapidement des dernières attaques. En 6 jours, nous parlons de 203 morts au Niger, notamment la zone des 3 frontières, mais on sait que le Tchad a déployé des troupes, environ 1000 soldats très récemment, mais visiblement ce n'est pas encore suffisant pour sécuriser la région. Peut-être que ce n'est pas encore opérationnel. Bon, je m'excuse, parce que Seyni Oumarou, pour moi, Seyni Oumarou, c'est l'incohérence dans la politique. Seyni Oumarou, c'est la politique politicienne. Répondez à ma question. Oui, maintenant, le problème d'insécurité, vous savez, c'est global. Le problème d'insécurité au Niger, quand on parle de Niger, c'est le Sahel maintenant. Tout à fait. Le problème, c'est au niveau du Sahel. Et je crois que le projet de diviser ces pays-là, c'est ce projet-là qui est en cours. Il y a des forces extérieures qui sont en train de travailler pour qu'il n'y ait aucun pays parmi ces pays-là qui puisse, n'est-ce pas, contrôler. C'est pourquoi d'ailleurs les accords d'Alger sont mis en cause. Alors je crois que ça peut être l'objet d'une autre thématique, mais ce qui est autour de ce problème du Niger-là. Mais maintenant, chaque pays doit pouvoir avoir, n'est-ce pas, sa propre sécurité à contrôler. Le Niger a failli parce que la politique intérieure domine. Voilà, on vous aura compris. Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro 2. Angle de vue.
they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA. Restez informés à chaque instant sur SICA.